Il était un fier millionnaire, mais une fille humble qui vendait de l'eau lui a enseigné une leçon de vie pour toujours. Salut, les amis. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Merci de toujours être à l'écoute et si vous êtes nouveau, bienvenue dans la famille. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que je vous raconte cette histoire intéressante. Par une chaude journée d'été dans le Bronx, le soleil frappait sur un trottoir poussiéreux à côté d'un chantier bruyant. Une fille de 12 ans se tenait sous l'éclat du soleil, tenant une glacière remplie de bouteilles d'eau fraîche. Elle portait des baskets usées et un t-shirt fané. Elle vendait chaque bouteille pour $1. Une voiture noire élégante ralentit et s'arrêta. Un homme dans un costume taillé sur mesure en sortit. Il était dans la quarantaine et se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. La fille tendit une bouteille. Eau froide. $1, dit-elle doucement. L'homme eut un rictus. Il saisit la bouteille, la regarda comme si c'était quelque chose de sale, puis la lança au sol. Le verre heurta le pavé avec un bruit sec. « Je ne bois pas de l'eau de paysan, dit-il, d'une voix basse et dure. La fille le regarda en silence. Ses yeux restaient fixes. Elle prit une autre bouteille de sa glacière et la tendit, intacte. « Un jour, dit-elle, sa voix calme, tu m'en diras de l'eau. Et je serai parti. » Sans un mot de plus, l'homme tourna les talons et monta dans sa voiture. Le moteur rugit alors qu'il s'éloignait, laissant la fille seule sur le trottoir brûlant, une seule bouteille brisée à ses pieds. Qui est cette fille? Qui est cet homme fier? Et que va-t-il se passer ensuite? Jonathan Rennes se réveillait avant l'aube tous les jours. Il vivait dans un penthouse de verre, au-dessus de Manhattan. De là, il pouvait voir la ville se réveiller. Il portait un costume sur mesure, même à la maison. Il buvait son café noir et fort. Il n'aimait pas les petites conversations. Il aimait le pouvoir. Il aimait le contrôle. Il avait construit sa richesse à partir de rien. Il était né dans la pauvreté, en périphérie d'une petite ville. Sa mère nettoyait des maisons. Son père l'avait quitté quand il était jeune. Jonathan avait appris tôt que l'argent signifiait sécurité. Il s'était juré qu'il ne serait plus jamais pauvre. Il avait travaillé dur à l'école. Il avait étudié la finance. Il avait obtenu une bourse pour une grande université. Après sa graduation, il avait rejoint un fonds spéculatif. Il avait grimpé rapidement. Il avait fait des affaires. Il avait pris des risques. Il avait gagné des milliards. Son nom était connu à Wall Street. Les gens l'appelaient le roi de son monde. Il conduisait une voiture noire avec des vitres teintées. Il volait dans des jets privés. Il avait des assistants qui organisaient sa vie. Il possédait des appartements, des maisons, des yachts et des œuvres d'art. Il donnait des discours sur le succès. Il disait que l'humilité était une faiblesse. Il disait que ceux qui restaient pauvres choisissaient le confort plutôt que la faim. De l'autre côté de la ville, dans le Bronx, Alma Rivera, une fille de 12 ans, se réveillait dans un monde plus petit. Son appartement était composé de 2 pièces avec de la peinture qui s'écaillait et un évier qui fuyait. Sa mère était alitée, toussant doucement. Son petit frère dormait encore sur un matelas posé par terre. Alma mit ses chaussures usées et un sweat à capuche décolorée. Elle prit un pack d'eau en bouteille posé sur le comptoir de la cuisine et sortit. Elle passa devant des graffitis sur des trottoirs fissurés. Elle traversa une bodega où elle acheta des crackers rassis pour le petit déjeuner. Elle marcha vers une rue animée sous un ciel gris. Elle se tenait près d'une zone de construction. L'air sentait la poussière et l'asphalte. Elle installa une petite glacière. Elle vendait de l'eau froide pour aider sa mère à payer le loyer et acheter des médicaments. Elle était sans papier. Elle avait peur d'être arrêtée par la police. Mais elle se tenait avec dignité. Elle traitait les clients avec respect. Sa voix était douce mais ferme. Elle avait appris à lire les gens tôt. Elle connaissait la peur et l'orgueil avec la même mesure. 2 jours plus tard, Jonathan était assis à une grande table de direction dans un bureau situé dans un gratte-ciel. La lumière du soleil se répandait à travers des fenêtres du sol au plafond. Des hommes et des femmes en costume se penchaient en avant tandis qu'ils parlaient. Il portait une chemise blanche immaculée et une cravate sombre. Il cliquait sur les diapositives d'un grand écran. Des graphiques montaient et descendaient. Il parlait des marges, des risques et des récompenses. Il disait, les faibles restent pauvres parce qu'ils choisissent le confort plutôt que la faim.
Sa voix était calme mais tranchante. Les cadres hochaient la tête et prenaient des notes. Ils croyaient que la volonté et le sacrifice faisaient les gagnants. Ils croyaient que la gentillesse ralentissait le progrès. Le même matin, Alma était assise sur une marche en béton derrière une bodega, mangeant des crackers rassis. Elle tenait une bouteille d'eau à moitié vide entre ses genoux. Elle regardait son frère jouer avec une voiture jouée sur le trottoir. Elle pensait à la toux de sa mère. Elle pensait à l'école. Elle pensait à ses rêves de devenir ingénieur. Elle lisait un vieux livre de mathématiques quand les affaires étaient lentes. Elle mémorisait des formules entre les clients. Elle donna de l'eau gratuite à un bébé qui toussait et à un sans-abri. Elle refusa les pourboires qu'il lui offrait. Elle disait que l'eau était faite pour aider, pas pour acheter de la gratitude. Jonathan retourna dans son Pantou cet après-midi-là. Son chauffeur ouvrit la porte. Il passa devant une rangée d'assistants attendant devant son ascenseur. Il ignora leurs salutations. Il se rendit à son bureau dans le Penthouse. Il jeta un coup d'œil aux photos de sa mère sur l'étagère. Elle portait un uniforme en nettoyant un bâtiment de bureau. Il se souvenait de sa fierté dans son travail. Il se souvenait de sa force. Il ferma la porte et prit une profonde inspiration. Il sentit un nœud serré dans sa poitrine. Il essaya de l'ignorer. Plus tard, Jonathan assista à un déjeuner de charité dans un salon de l'hôtel chic. Il s'assit à une table ronde avec d'autres personnes puissantes. La table était dressée avec de la vaisselle fine. Les serveurs versaient du vin cher. Un plateau en argent avec du saumon rôti arriva. Il mangea lentement, observant la salle. Il entendait des bribes de conversation sur des enchères d'art et des clubs privés. Il écouta quelqu'un se plaindre du prix d'un nouveau yacht. Il se sentit vide à l'intérieur. Alma ferma sa glacière lorsque le soleil se couchait derrière les grands immeubles. Elle compta ses gains. Elle avait gagné juste assez pour acheter des médicaments et des crackers pour sa famille. Elle rentra chez elle avec ses chaussures fatiguées. Elle passa devant la même zone de construction où Jonathan avait jeté sa bouteille d'eau quelques jours auparavant. Elle ne lui en voulait pas. Elle pensait seulement aux besoins de sa famille. Elle pensait à demain. Le lendemain matin, Jonathan se tenait devant une foule lors d'une conférence de finance. Il ajusta ses boutons de manchette. Il dit, « Le succès se construit sur le sacrifice. L'humilité est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre si vous voulez gagner. » Ces mots résonnèrent dans une salle silencieuse. Tout le monde applaudit. Pendant ce temps, Alma rentra chez elle et vit sa mère assise, paraissant faible mais souriante. Son frère courut pour la serrer dans ses bras. Elle ressentit de la fierté pour sa petite victoire, le loyer payé, des médicaments achetés, de la nourriture sur la table. Elle embrassa le front de sa mère et coucha son frère pour la nuit. Elle ouvrit son livre de mathématiques et étudia les exercices à la lumière d'une petite lampe. Elle savait que sa vie était difficile, mais elle gardait l'espoir. Deux vies avançaient côte à côte, l'une construite sur la richesse et le pouvoir, l'autre sur le besoin et la force silencieuse. Les deux allaient bientôt se croiser à nouveau, d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Jonathan se réveilla tôt le lendemain matin. Il quitta son Penthouse en verre à Manhattan avant le lever du soleil. Il se rendit à sa voiture noire élégante avec un intérieur en cuir. Son chauffeur lui ouvrit la porte sans un mot. Jonathan acquiesça brièvement et s'assit. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre teintée. Son costume était parfait. Sa cravate était droite. Il se sentait puissant. Alors que la voiture se déplaçait dans la circulation, il pensa à la fille. Il n'arrivait pas à se défaire de son image. Il se souvenait de la façon dont elle avait refusé son argent. Il se souvenait de ses yeux calmes. Il se demandait pourquoi elle lui avait parlé avec tant d'audace. Il se disait que ce n'était qu'une enfant. Il se disait qu'il n'avait aucune raison de s'en soucier. La voiture s'arrêta à un feu rouge près du Bronx. Là, elle était, debout sur le trottoir poussiéreux près d'une zone de construction. Sa glacière était posée à côté d'elle comme une petite île dans une mer de béton. Jonathan baissa la vitre. Il se pencha et brandit un billet crispé. « Prends ça, dit-il. Va-t'en. » Le vent portait la faible odeur d'asphalte chaud et d'échappement de voiture. Elle regarda le billet sans hésiter. Puis elle secoua lentement la tête. « Je vends de l'eau, dit-elle doucement. Je ne suis pas une mendiante. » Jonathan ressentit une piqûre d'un sentiment inconnu. Il fronça les sourcils et remonta la vitre.
Le feu passa au vert et il s'éloigna sans se retourner. Pendant toute la réunion du matin, Jonathan ne pouvait pas se concentrer. Ses collègues parlaient des tendances du marché et des marges bénéficiaires. Il hocha poliment la tête, mais son esprit revenait sans cesse à la fille. Il demanda à nouveau à son chauffeur alors qu'il quittait le bâtiment pour déjeuner. « Et qui est-elle » Son chauffeur hésita, puis dit « Son nom est Alma Rivera. Elle vend de l'eau ici tous les jours. » Jonathan répéta le nom à voix basse. Il se sentit mal à l'aise. Plus tard dans l'après-midi, il se retrouva près du même coin. Il gara sa voiture à un pâté de maison et marcha discrètement pour que personne ne le voie. Il regarda Alma à distance. Elle saluait les passants avec un sourire constant. Sa petite silhouette se déplaçait avec grâce sous le soleil de plomb. Elle portait un simple sweat à capuche et des baskets décolorées. Il remarqua la façon dont elle traitait chaque personne avec respect, même lorsqu'il l'ignorait. Il la regarda aider un vieil homme à pousser un chariot en montée. L'homme luttait avec une lourde charge de cartons et de bouteilles. Alma posa sa glacière et marcha à côté de lui. Elle lui tendit la main pour l'équilibre. Quand l'homme essaya de lui donner de l'argent, elle refusa. « Non, merci, dit-elle gentiment. » Elle resta avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la colline. Puis elle reprit sa glacière et retourna à sa place. Au fil de l'après-midi, Jonathan vit Alma s'asseoir sur le trottoir et ouvrir un vieux manuel de mathématiques. Elle tourna les pages, s'arrêtant pour résoudre des exercices avec un petit crayon. Son front se fronçait sous la concentration. Il se rendit compte qu'elle utilisait chaque moment, même les lents, pour apprendre quelque chose de nouveau. Il se demanda comment une enfant pouvait avoir une telle détermination. Un peu plus tard, une mère passa en poussant une poussette. Le bébé à l'intérieur toussa doucement. Alma se leva et offrit une bouteille d'eau froide sans hésitation. La mère essaya de la payer. Alma secoua la tête et sourit. Le bébé but et se calma. Jonathan ressentit une douleur dans sa poitrine en regardant. Il pensa à toutes les fois où il avait dépensé de l'argent pour des choses qui n'avaient aucune réelle valeur. Ce soir-là, Jonathan retourna dans son Penthouse. Il passa devant des œuvres d'art coûteuses et des sols polis. Il ouvrit une bouteille d'eau de son réfrigérateur et but sans réfléchir. Pourtant, le goût lui sembla vide. Il ne pouvait pas oublier la fille qui vendait de l'eau. Il ne pouvait pas oublier ses paroles ni sa dignité. Il s'allongea éveillé cette nuit-là, pensant à sa simple force. Il ressentit un changement en lui, bien qu'il ne le comprenne pas encore. Jonathan se réveilla tôt le matin suivant au son de son téléphone qui vibrait. Il s'assit dans son lit de Penthouse, le cœur battant. Il vit des dizaines d'appels manqués et de messages urgents. Il ouvrit l'application de nouvelles et s'arrêta net. Les gros titres criaient une enquête de la SEC sur le délit d'initié chez Rennes Capital. Son partenaire avait caché des pertes et menti au régulateur. Les actifs de son entreprise étaient gelés. Sa réputation était brisée. Il ressentit un froid glacial courir dans ses veines. Il appuya son front contre la fenêtre de verre froide et fixa la ville. Il s'habilla rapidement dans le même costume qu'il portait hier. Il se passa les mains dans les cheveux et sortit sans petit déjeuner. Son chauffeur l'attendait en bas. Le trajet en voiture vers le bureau fut silencieux. L'esprit de Jonathan était en effervescence. Il se demandait comment son partenaire l'avait trahi. Il se demandait s'il pouvait encore sauver quoi que ce soit. À son arrivée au bureau, le hall était vide et silencieux. Son badge de sécurité ne fonctionnait plus. Il essaya l'ascenseur mais il ne s'ouvrit pas. Il marcha dans les couloirs vides jusqu'à la salle de réunion. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, son conseil d'administration était assis sur des chaises rigides. Il semblait fatigué et en colère. Jonathan entra et ferma la porte derrière lui. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Jonathan, dit la présidente, d'une voix basse et contrôlée. Et nous n'avons pas le choix. Vous devez démissionner de votre poste de PDG immédiatement. » Il sentit la pièce tourner autour de lui. Sa bouche se dessécha. « Vous êtes innocent, dit-il doucement. Je vais laver mon nom. » Elle secoua la tête. « Les dégâts sont faits. » La réunion dura quelques minutes. Il partit sans un mot. Son bureau était vide. Sa plaque nominative avait été enlevée. Dehors, des journalistes encombraient le trottoir. Les caméras clignotaient. Il essaya de passer sans leur prêter attention. Ils crièrent des questions.
Il les ignora et se dirigea vers sa voiture. Son chauffeur le regarda avec pitié. Jonathan s'assit à l'arrière et ferma les yeux. Il se sentait vertigineux et vide. Au cours des jours suivants, son téléphone n'a cessé de sonner. Avocats, banques, anciens amis. Il ne répondit à aucun appel. Il passa des heures à regarder la ville depuis son Penthouse. Ses actifs étaient gelés. Il n'avait pas accès à de l'argent. Il ne pouvait pas prendre l'avion. Sa boîte email se remplissait de demandes et de menaces. Son partenaire avait disparu. Il se sentait pris au piège dans une vie qu'il ne contrôlait plus. Une nuit, il sortit de son bâtiment sans prévenir. Il portait son costume mais sans cravate. Ses chaussures étaient usées. Il marcha dans les rues de la ville, l'esprit engourdi. Il évitait les regards. Il se sentait exposé et petit parmi la foule. Il ne savait pas où il allait. Ses pas le menèrent vers le sud, vers le Bronx. Les réverbères projetaient de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Il passa devant des magasins fermés et des terrains de jeux vides. Sa gorge était sèche. Son estomac se tordait. Il réalisa qu'il n'avait pas mangé de la journée. En marchant, il pensa à la fille qui vendait de l'eau. Il se rappela de sa voix calme et de ses yeux stables. Il pensa à la façon dont elle avait refusé son argent. Il pensa à la dignité qu'elle portait malgré les difficultés. Il se sentit honteux. Il continua de marcher jusqu'à ce qu'il se retrouve sur un coin familier. Il était tard et la plupart des magasins étaient fermés. La rue était silencieuse à l'exception du bruit lointain du trafic. Il aperçut une petite glacière sous un réverbère. Il s'assit sur le trottoir à côté. Sa veste de costume s'ouvrit, révélant sa chemise blanche tachée de sueur. Il appuya ses mains contre son front et laissa échapper un souffle entrecoupé. Des pas s'approchèrent. Il leva les yeux et vit la fille. Sa capuche était tirée contre une brise fraîche. Elle tenait une seule bouteille d'eau dans la main. Son visage était calme mais préoccupé. Il essaya de parler mais aucun son ne sortit. Elle s'approcha et s'agenouilla à ses côtés. Elle lui tendit la bouteille avec les deux mains. Ses yeux rencontrèrent les siens sans peur. « Mais tu n'as pas à payer, dit-elle doucement. Il fait chaud aujourd'hui. » Jonathan fixa la bouteille. Sa poitrine se serra. Il la prit sans réfléchir. Ses doigts tremblaient en dévissant le bouchon et en buvant. L'eau froide coula dans sa gorge et apaisa un peu la brûlure qui était en lui. Il ferma les yeux et laissa la sensation de soulagement l'envahir. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, la fille était toujours là. Elle attendait. Il essaya de parler mais sa voix se cassa. Finalement, il murmura « Merci ». Elle hocha la tête une fois et se leva. Sans un mot, elle s'éloigna dans la nuit, laissant Jonathan seul sur le trottoir avec une bouteille vide et un cœur plus lourd qu'auparavant. Jonathan suivit Alma sans réfléchir. Il la regarda monter un escalier étroit entre deux bâtiments en briques. Elle monta sans s'arrêter, ses pas légers malgré le poids de sa glacière. Il hésita en bas, puis monta après elle. À l'intérieur, le hall sentait les épices de cuisine et le linge humide. Elle ouvrit une porte en métal usé et entra. L'appartement était petit. Un canapé unique était contre un mur d'un salon encombré de manuels scolaires, de vieux jouets et de piles de courrier. Une femme mince était allongée sur un lit usé dans le coin. Sa peau était pâle, mais ses yeux étaient chaleureux lorsqu'elle regarda Jonathan. Un petit garçon, pas plus de 6 ans, était assis en tailleur sur le sol, jouant tranquillement avec une voiture en bois. Alma posa sa glacière et sourit à sa mère. « Maman, voici monsieur Jonathan. Il a besoin de repos. » Sa mère hocha la tête et désigna le canapé. Jonathan s'y affaissa comme si c'était le lit le plus doux qu'il ait jamais connu. Son costume coûteux se sentait lourd et inapproprié ici. Il prit une profonde inspiration, surpris de se sentir aussi fatigué. La mère d'Alma se leva lentement et disparut dans une petite cuisine. Alma revint avec un verre d'eau et une petite assiette de pain simple. Jonathan but avec reconnaissance. Il tenta de lui offrir de l'argent, mais elle secoua la tête. « Je n'ai pas faim d'argent, dit-elle. Juste de l'eau et du repos. » Il s'allongea et ferma les yeux. L'appartement était calme, à l'exception des respirations légères du garçon et du bourdonnement lointain du trafic. Il se rendit compte qu'il n'avait pas ressenti la paix depuis des années. Lorsqu'il se réveilla, il faisait sombre dehors. Il s'assit et trouva Alma assise à côté de lui, le regardant avec des yeux doux. «
Merci, murmura-t-il. Elle hocha la tête et le guida dans une petite chambre où il pourrait dormir. La lumière du matin passait à travers un rideau fin. Jonathan s'habilla lentement et rejoignit Alma dans la minuscule cuisine. Sa mère avait préparé de la bouillie dans un bol ébréché. L'odeur était simple et maison. Jonathan mangea tranquillement, son ventre se nouant face à combien peu de nourriture il avait besoin pour se sentir rassasié. Après le petit déjeuner, Alma lui donna un petit tablier. « Viens vendre avec moi, dit-elle. » Il la suivit en bas des escaliers dans la chaleur du matin. Dehors, Alma installa sa glacière au même coin de rue où elle lui avait offert de l'eau quelques jours auparavant. Jonathan la regarda accueillir les clients avec un sourire constant. Il se sentit maladroit à ses côtés. Sa présence semblait étrangère dans ce monde. Alma lui apprit à tenir les bouteilles de manière à ce qu'elles paraissent invitantes. Elle lui montra où placer un petit panneau avec les prix. Il essaya d'imiter sa voix calme lorsqu'il offrait de l'eau aux passants, mais sa voix sonnait dure et forcée. Certaines personnes le fixaient, d'autres passaient sans un mot. Entre les clients, Alma sortit son manuel de mathématiques. Elle lut une page, griffonna des notes, puis retourna vendre. Jonathan la regarda en silence. Il réalisa combien il avait manqué dans sa vie, la curiosité, le but, et la gentillesse. À midi, une femme portant des courses s'arrêta à leur stand. Son tout petit toussa et se frotta la gorge. Alma lui tendit une bouteille d'eau froide sans hésiter. La femme essaya de la payer, mais Alma refusa. Le tout petit but et se calma. Jonathan sentit une boule dans sa gorge. Plus tard dans l'après-midi, la mère d'Alma les rejoignit au coin. Elle portait une petite caisse de bouteilles supplémentaires et sourit à Jonathan. « Tu es le bienvenu ici, dit-elle doucement. Jonathan hocha la tête, incapable de parler. À la fin de la journée, Jonathan aida à porter la glacière vide jusqu'en haut des escaliers. Il sentit ses épaules se détendre d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dans l'appartement, la mère d'Alma versa du thé et raconta l'histoire de sa vie au Salvador. Elle avait été professeure d'économie avant que l'agitation civile ne force sa famille à fuir. Ils avaient perdu leur maison et leurs économies, mais elle disait qu'ils avaient encore leur dignité, leur amour, et leur espoir. Nous avions plus avant, dit-elle à Jonathan, mais certaines choses valent plus que l'argent. Jonathan écouta, les larmes lui piquant les yeux. Il pensa à sa propre vie construite sur l'argent et le pouvoir. Il pensa au vide qu'il ressentait malgré sa richesse. Ce soir-là, il partit en silence. Il marcha vers Manhattan, mais il ne se sentait pas comme lui-même. Son téléphone vibra avec des appels non répondus. Il essaya de renvoyer des messages, mais sa voix se brisa lorsqu'il parla. Il ne trouva aucune sympathie parmi ses anciens collègues. Des portes se fermaient avant qu'il ne puisse entrer. À la tombée de la nuit, il se retrouva dans le parc près du coin du Bronx. Il s'assit seul sur un banc en bois sous un lampadaire clignotant. Son costume était froissé et ses chaussures éraflées. Il sentit le poids de chaque choix qu'il avait fait. Il baissa la tête et laissa les larmes couler. « J'avais tout, murmura-t-il dans l'obscurité, et j'étais vide. » Jonathan resta sur le banc bien après que ses larmes se soient séchées. L'air de la nuit devint plus frais. Les réverbères clignotaient au-dessus de lui. Il regarda les voitures passer, leurs phares brillant sur l'asphalte sombre. Il pensa à sa vie et les salles de réunion, les accords, les victoires vides. Il se sentait creux. Soudain, il entendit des pas approcher. Il leva les yeux et vit Alma marcher vers lui, sa capuche tirée contre la brise. Elle ne portait rien d'autre qu'une seule bouteille d'eau. Elle s'agenouilla à côté de lui et lui tendit sans un mot. Il la regarda, trop stupéfait pour parler. Enfin, il tendit la main et prit la bouteille. Ses mains tremblaient tandis qu'il dévissait le bouchon et buvait profondément. L'eau froide apaisait sa gorge desséchée et lui piquait les yeux de soulagement. Il avala difficilement, puis baissa la bouteille. « Pourquoi m'as-tu apporté de l'eau » demanda-t-il doucement. Le regard d'Alma était stable. « Parce que tu en avais besoin » dit-elle simplement. Jonathan s'essuya la bouche avec le dos de sa main. « Pourquoi te soucies-tu de quelqu'un comme moi ?» Elle s'arrêta, l'étudiant avec des yeux clairs. Puis elle demanda doucement, « Pourquoi m'as-tu jeté de l'eau » Son souffle se coupa. Il ne s'attendait pas à cette question. Il baissa les yeux sur ses mains, honteux. Il se souvint du jour où il avait jeté sa bouteille par terre. Il se souvint de la douleur dans ses yeux. Il pensa à son propre arrogance,
son besoin de se sentir puissant. Commença-t-il, mais s'arrêta. Il ferma les yeux et laissa sa tête tomber en avant. Lorsqu'il leva à nouveau les yeux, sa voix était faible. Parce que j'avais peur. Il avala. Peur que quelqu'un comme toi soit plus fort que moi. Alma écouta en silence, son expression douce. Jonathan prit une inspiration tremblante et continua. J'ai passé ma vie à courir après le pouvoir et l'argent. Je pensais que cela me rendait en sécurité. Mais quand j'ai tout perdu, j'ai réalisé que j'étais vide. Je t'ai blessé parce que j'avais peur de me sentir faible. J'avais peur d'admettre que j'avais besoin d'aide. Alma hocha lentement la tête. Elle tendit la main et posa sa main sur son bras. Son toucher était chaud, offrant du réconfort sans pitié. La force n'est pas dans la richesse, dit-elle. La force est dans la gentillesse. La force est dans le fait de donner, pas de prendre. Il ferma les yeux et laissa ses mots s'enfoncer. Il ressentit quelque chose bouger en lui, un poids qui se levait, laissant place à quelque chose de nouveau. Il pensa à sa mère, au discours en salle de réunion, aux applaudissements vides. Il pensa à la mère d'Alma enseignant l'économie dans une salle de classe au Salvador, puis perdant tout et choisissant malgré tout la dignité. Il pensa à Alma vendant de l'eau non pas pour le profit, mais pour aider. La rue était calme maintenant, mais le bourdonnement de la ville semblait différent pour Jonathan, plus doux, moins dur. Il regarda Alma et ne la vit pas comme une fille quémandant des restes, mais comme une personne vivant avec un but. Il réalisa combien il s'était éloigné de ses propres valeurs. « Je suis désolé, dit-il, la voix pleine d'émotion. Je suis désolé pour tout. » Alma serra doucement son bras. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, répondit-elle. « Tu dois juste apprendre. » Ils restèrent là en silence sous le réverbère. Le costume de Jonathan était sale et ses chaussures étaient éraflées, mais il n'en avait plus rien à faire. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la paix. Après un long moment, Alma se leva et lui tendit la main. Jonathan la prit, se levant péniblement. Ensemble, ils marchèrent vers son immeuble, deux personnes de mondes différents liées par un simple acte de gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Alma se tourna et sourit. « On va y arriver, dit-elle doucement. » Jonathan hocha la tête, comprenant enfin que certaines leçons étaient plus précieuses que n'importe quelle fortune. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sur le trottoir. Jonathan se réveillait chaque matin avec un but calme qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il vendit sa dernière voiture de luxe aux enchères et donna les fonds à un petit refuge. Il vendit sa collection d'art et ses costumes de créateur. Il résilia son bail pour le Penthouse et emménagea dans un simple appartement-studio dans le Bronx. Il garda seulement quelques chemises, un pantalon en jean usé et des chaussures basiques. Il utilisa l'argent de ses biens restants pour créer une organisation à but non lucratif appelée The Alma Water Foundation. Son premier projet fut une station d'eau gratuite à l'angle où il avait rencontré Alma. Il peignit la station en blanc avec des lettres bleues simples qui disaient « Alma Water Foundation ». Les enfants faisaient la queue après l'école pour remplir des gobelets. Les passants s'arrêtaient pour boire. La station avait un petit panneau en ardoise qui disait « Eau gratuite ». Apporter de la gentillesse. Jonathan travailla aux côtés de bénévoles pour construire plus de stations dans les parquets devant les refuges. Il organisa des cours de week-end sur la gestion du budget et l'épargne dans les centres communautaires locaux. Il enseigna la littératie financière dans un langage simple. Il expliqua comment ouvrir un compte bancaire, comment établir un budget pour les courses et comment se fixer des objectifs. Il vit les visages s'éclairer lorsqu'ils comprenaient qu'ils pouvaient prendre le contrôle de leur avenir. Chaque jour, il marchait dans les rues en vêtements simples. Il saluait les gens avec un sourire chaleureux. Il se souvenait de ce que c'était d'être ignoré par ses anciens pères lorsqu'il avait perdu sa richesse. Maintenant, il souriait aux inconnus et offrait son aide sans jugement. Il trouvait de la joie dans de petits moments à regarder un enfant partager une bouteille avec un ami, voir une mère célibataire remplir un pichet pour sa famille, entendre des rires à une station d'eau par une chaude après-midi. Un après-midi, il visita un refuge pour donner un cours. La pièce était remplie de gens de tous âges. Il parla doucement, utilisant des exemples simples et des histoires réelles. Il parla de gagner de l'argent honnêtement et de dépenser intelligemment. Il parla de rendre. Lorsqu'il eut terminé, quelqu'un leva la main et lui demanda comment créer une organisation à but non lucratif. Jonathan leur dit de commencer par une idée, un petit acte de gentillesse. Il dit, vous n'avez pas besoin de richesse pour changer une vie.
Vous avez besoin d'un cœur prêt à donner. Sa fondation grandit lentement mais sûrement. Les entreprises locales faisaient des dons de fournitures. Les bénévoles peignaient des stations. Les écoles l'invitaient à prendre la parole lors de rassemblements. Il voyageait dans les quartiers voisins et même dans le New Jersey et le Connecticut pour installer des stands d'eau dans les quartiers à faible revenu. Il travaillait sans fanfare. Il parlait rarement de sa vie passée. Il laissait ses actions parler d'elles-mêmes. Un matin humide, il s'arrêta à la première station d'eau. Il vit un jeune garçon remplir un gobelet. Le garçon sourit quand il vit Jonathan. Il s'approcha et lui donna une bouteille fraîche. Le garçon hocha la tête et s'éloigna. Jonathan le regarda partir et ressentit une fierté tranquille. Il pensa à Alma et à la leçon qu'elle lui avait enseignée. Son téléphone vibra avec un message d'un bénévole, le centre communautaire a besoin d'une station d'eau pour vendredi. Il répondit simplement, en route. Il attrapa son sac à outils et marcha dans la rue. Il se sentait plus fort maintenant, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il connaissait son but. Des semaines plus tard, Jonathan se tenait devant une nouvelle station d'eau avec un groupe d'enfants. Un reporter local lui demanda pourquoi il avait renoncé à sa fortune. Il sourit et dit, « J'ai trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent. » Il leva les yeux vers le ciel clair et se sentit rempli de gratitude. Il se souvint des mots d'Alma, « Certaines choses valent plus que l'argent. » Un matin, Jonathan arriva à la première station d'eau et la trouva vide de personnes. Un petit dessin était collé sur le panneau avant. Il avait été fait au crayon de couleur, un simple contour de bouteille d'eau avec des mots écrits dessous, « L'effort donne sans fierté. » Il reconnut l'écriture et son souffle se coupa. Il regarda autour du coin et aperçut le petit immeuble où Alma avait vécu. Il monta les escaliers 2 à 2 et arriva à sa porte. Elle était fermée à clé. Il frappa mais personne ne répondit. Il interrogea les voisins, mais personne ne savait où elle était partie. Sa mère et son frère étaient partis discrètement, sans laisser d'adresse de réexpédition. Jonathan chercha pendant des semaines. Il vérifia les refuges, les centres communautaires, même les bureaux d'aide aux immigrés. Il demanda aux bénévoles s'ils avaient vu une fille nommée Alma Rivera. Personne ne l'avait vue. Il se retrouva de nouveau à la station d'eau tard un soir, fixant le dessin sous un réverbère. Il ressentait une douleur vide, mais aussi une chaleur. Alma lui avait laissé un cadeau, une dernière leçon. Il monta le dessin dans un cadre simple et l'accrocha au mur de son bureau. Chaque matin, il passait devant et se souvenait que la gentillesse ne nécessitait ni richesse ni pouvoir. Il organisa un événement commémoratif à la station en son honneur. Les gens vinrent avec des fleurs, des notes et de petits cadeaux. Ils partagèrent des histoires de moments où des inconnus les avaient aidés. Jonathan parla doucement, « Elle m'a appris que les mains les plus fortes sont celles qui donnent sans fierté. » Des années plus tard, des enfants remplissaient toujours des gobelets aux stations de Alma Water Foundation. Jonathan regarda une jeune fille verser de l'eau pour un homme âgé un jour de chaleur. Il sourit, se souvenant de ce moment où il était assis sur le trottoir et avait été sauvé par un simple acte de gentillesse. Il se tint silencieusement près de la première station un après-midi tard. Le soleil était bas dans le ciel. Une voix résonnait dans sa tête, « Que feriez-vous si la personne que vous méprisiez s'avérait être celle qui vous a sauvé ?» Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des plus petites mains. Il se tourna et s'éloigna, sachant que l'eau continuerait à couler et que la leçon vivrait. Que feriez-vous si la personne que vous méprisiez s'avérait être celle qui vous a sauvé? Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des plus petites mains. Si cette histoire vous a ému, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits puissants et authentiques. Partagez dans les commentaires qui vous a enseigné votre plus grande leçon de vie. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui change votre vision du monde.